Sophie ferme le livre qu'elle lisait sans vraiment comprendre les mots. Dans le salon, sa mère range son sac à main avec des gestes pressés, pendant que Camille vérifie son maquillage dans le miroir de l'entrée. L'appartement baigne dans le parfum cher que sa sœur vient d'appliquer, cette fragrance qui coûte plus cher que tout ce que Sophie possède. « N'oublie pas de finir les restes du frigo », dit sa mère sans lever les yeux vers elle. « On va dîner au restaurant avec le fiancé et les beaux-parents de ta sœur. » Sophie lève les yeux du canapé et ouvre la bouche, mais les mots meurent avant de naître. Camille ajuste sa robe noire et se tourne vers elle avec ce sourire parfait qui n'atteint jamais ses yeux. « Ne pense même pas venir », ajoute sa sœur d'un ton léger, presque distrait. « Ça va pas le faire. C'est un dîner important. » Les mots tombent comme des pierres dans l'eau, créant des cercles de silence autour de Sophie. Personne ne la regarde, et personne n'attend de réponse. C'est comme si elle était devenue transparente, un fantôme dans sa propre maison. « On rentrera tard », dit sa mère en cherchant ses clés. « Ne nous attends pas. » La porte se ferme, et le silence envahit l'appartement comme une marée froide. Sophie reste figée sur le canapé, écoutant leurs rires qui s'éloignent dans le couloir puis disparaissent. Le vide a maintenant un son, et ce son résonne dans chaque pièce. Lentement, elle se lève et marche vers la cuisine où le réfrigérateur bourdonne comme une vieille complainte. Quand elle ouvre la porte, la lumière blafarde éclaire les restes de sa vie. Un morceau de quiche oublié, du fromage qui se fane, une tomate qui capitule. Voilà ce qu'elle vaut pendant qu'il trinque dans un restaurant élégant. Sophie ferme le frigo et s'appuie contre le comptoir. Ses mains tremblent, et quelque chose se serre dans sa poitrine comme un poing invisible. Colère ou tristesse. Impossible de nommer cette douleur sourde qui gronde depuis des années. Puis elle traverse le salon et s'arrête devant le mur de photos. Camille partout, Camille toujours. En robe de graduation, devant la tour Eiffel, recevant son diplôme d'avocate. Sur chaque photo où Sophie apparaît, elle est floue, coupée, effacée, comme si même l'objectif avait oublié qu'elle existait. 28 ans. L'âge où d'autres construisent leur vie, et elle dort encore dans la chambre de son enfance. 6 mois sans emploi, 6 mois à chercher du travail pendant que Camille brille comme un soleil. 6 mois à disparaître un peu plus chaque jour dans l'ombre de sa propre famille. Ça suffit, murmure-t-elle dans le silence qui attend. Sophie ne sait pas d'où viennent ces mots, mais ils résonnent en elle comme une cloche qui sonne enfin. Quelque chose vient de se briser, pas avec fracas mais doucement, proprement, comme un fil de soie qui lâche après avoir été tendu trop longtemps. Une fois dans sa chambre, ses gestes deviennent étrangement calmes. Sophie sort sa vieille valise du placard et la remplit avec soin. Vêtements, livres, la photo de son père cachée depuis des années. Chaque objet qu'elle place est une décision, un petit acte de rébellion silencieuse. La salle de bain devient sa prochaine étape où elle récupère ses affaires. Devant le miroir, son reflet la regarde avec des yeux qu'elle reconnaît à peine. Sec, déterminé, au-delà des larmes. Quelque chose a changé dans ce visage familier. De retour dans sa chambre, Sophie ouvre son portefeuille et compte l'argent économisé. 347 €, une somme dérisoire qui pèse lourd dans sa main. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez pour partir, assez pour respirer ailleurs. Avec sa valise, Sophie descend vers la cuisine, où un bloc-notes l'attend. Sa main tremble en écrivant, mais les mots coulent comme une libération. Je pars vivre ma vie. Ne me cherchez pas. Sophie. 8 mots pour fermer 28 ans. Le papier reste là, bien visible sur la table, à côté du livre de recettes que sa mère feuillette chaque dimanche. Un long moment passe avant que Sophie détourne les yeux, sachant qu'elle n'a plus rien à dire à ces objets qui ont toujours appartenu à quelqu'un d'autre. La valise roule sur le parquet, avec un bruit régulier qui marque chaque pas vers la liberté. Dans le couloir de l'immeuble, la télévision des voisins diffuse ses rires en conserve. La vie continue pour ceux qui ont une place dans le monde. Plutôt que l'ascenseur, Sophie choisit les escaliers. Chaque marche la rapproche de la sortie, de l'inconnu, de quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Son cœur bat vite, mais ce n'est plus de la peur. C'est l'adrénaline de celle qui vient de sauter dans le vide. Dans la rue, l'air frais de novembre la gifle doucement. Sophie inspire profondément, remplissant ses poumons d'un air qui lui appartient enfin. Elle commence à marcher sans savoir où, mais en sachant qu'elle ne reviendra pas.
Derrière elle, les fenêtres illuminées de l'appartement familial disparaissent au coin de la rue. Aucune raison de se retourner pour regarder ce qui n'a jamais été un foyer. L'hôtel sent le désinfectant bon marché et la fumée de cigarettes incrustée dans les murs. Sophie pose sa valise sur le lit étroit, qui grince, et regarde autour d'elle. Le papier peint jaunit et se décolle près de la fenêtre comme une peau morte. 35 € pour cette chambre près de la gare du Nord. Le matelas s'enfonce quand elle s'assoit et sort son téléphone. L'écran reste éteint dans sa main tremblante. Allumer l'appareil signifierait affronter les appels manqués, les messages furieux, la réalité de ce qu'elle vient de faire. Pas encore. La nuit tombe sur Paris, et Sophie reste immobile dans le noir. À travers la fenêtre sale, les néons de la rue clignotent comme des yeux qui ne dorment jamais. Des voix montent du trottoir, des rires alcoolisés, des klaxons impatients. La ville continue de vivre pendant qu'elle se demande si elle a fait la plus grande erreur de sa vie. Vers minuit, elle s'allonge tout habillée sur le lit. Le sommeil refuse de venir. Sophie fixe le plafond taché où des ombres dansent. Est-ce que sa mère a trouvé le mot? Est-ce que Camille est rentrée du restaurant en riant? Est-ce qu'elle la cherche ou est-ce qu'elles ont déjà effacé son existence? Au matin, la panique arrive comme une vague qui emporte tout. Sophie se redresse dans le lit, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Qu'est-ce qu'elle a fait? 312 € maintenant. Pas de travail, pas d'amis proches, pas de plan. La douche dans la salle de bain minuscule crache une eau qui sent le chlore. Ses mains tremblent en se savonnant et elle évite son reflet dans le miroir cassé. S'habiller prend une éternité parce que chaque geste lui rappelle qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Dans la rue, le froid de novembre la saisit comme une gifle. Sophie marche sans but précis, évitant soigneusement les quartiers qu'elle connaît. Elle veut se dissoudre dans la foule anonyme de Paris, devenir invisible par choix cette fois. Un petit café près du canal Saint-Martin l'attire par sa chaleur. L'endroit respire la gentillesse avec ses tables en bois usées et ses murs couverts de photos en noir et blanc. Une serveuse d'une 50aine d'années essuie le comptoir en chantonnant. Son foulard coloré contraste avec ses cheveux noirs striés d'argent. Sophie choisit une table dans le coin le plus sombre et commande un café d'une voix presque inaudible. Puis, elle sort les billets froissés de son portefeuille et les compte discrètement. 307 €. Le café coûte 2,50 €. Chaque centime compte désormais. « Ça va, ma belle ?» La voix douce la fait sursauter. La serveuse la regarde avec des yeux qui ont vu la vie et ses blessures. Son badge indique « Yasmine ». « Oui, merci », répond Sophie par réflexe. Yasmine pose le café devant elle avec un sourire qui creuse des rides de gentillesse. « Tu as l'air fatiguée. Mauvaise nuit ?» Sophie hésite. Cette femme est une étrangère, mais quelque chose dans son regard maternel donne envie de tout raconter. Oui, très mauvaise nuit. Yasmine hoche la tête avec une compréhension qui n'a pas besoin de mots. Quelques minutes plus tard, elle revient avec un croissant doré sur une petite assiette. Tiens, c'est la maison qui offre. Ce petit geste de bonté inattendue fait trembler les défenses de Sophie. Sa gorge se serre et les larmes qu'elle retenait depuis hier soir menacent de déborder. Je ne peux pas accepter. Bien sûr que tu peux. Allez, mange. Tu en as besoin. Le croissant est chaud et fond dans la bouche. Sophie mord dedans et quelque chose se brise en elle. Les larmes coulent sans permission. Elle ne pleure jamais. Pas quand elle est partie, pas dans cette chambre d'hôtel minable. Mais maintenant, devant ce croissant offert par une inconnue, les digues cèdent. Yasmine s'assoit en face d'elle sans un mot et tend simplement une serviette en papier. « Pardon », murmure Sophie en s'essuyant les yeux. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu n'as pas à t'excuser pour tes larmes. Ma fille, tu fuis quelque chose ou tu cherches quelque chose ?» La question est directe, mais enveloppée de douceur. Sophie renifle et regarde cette femme qui semble tout comprendre. Les deux, je crois. Les deux en même temps. Yasmine sourit avec une tristesse dans les yeux. C'est souvent comme ça. Tu as un endroit où dormir? Un hôtel pour quelques jours. Après, je ne sais pas encore. Tu cherches du travail? Je cherche tout. Un travail, un endroit, une raison de continuer. Les mots sortent, sans filtre. Yasmine la regarde longuement, puis se lève avec détermination. « Attends-moi une minute.
Elle disparaît dans l'arrière-boutique et revient avec un carnet. Ses doigts griffonnent rapidement et elle tend le papier à Sophie. « Je cherche quelqu'un pour m'aider ici. Quelques heures par jour, rien d'officiel. Je peux te payer au noir en attendant que tu trouves mieux. » Sophie fixe le papier ou danse un numéro de téléphone comme une bouée de sauvetage. « Pourquoi vous feriez ça pour moi ?» Yasmine sourit avec mélancolie. « Il y a 20 ans, j'ai quitté un mari violent avec mes 3 enfants. J'avais rien. Une femme dans un café m'a offert un croissant et un boulot. Parfois, on doit juste tendre la main. » Le cœur de Sophie se gonfle d'un mélange de gratitude et d'espoir fragile. « Je ne sais même pas comment vous remercier. Tu me remercies en venant demain matin à 7 heures et en tendant la main à quelqu'un d'autre un jour. » « D'accord ?» Sophie hoche la tête, les mots coincés dans sa gorge. Yasmine lui tapote l'épaule et retourne travailler. Son téléphone vibre dans sa poche. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Sophie le sort et le regarde. 47 appels manqués. Tous de sa mère. Des dizaines de messages non lus. Elle hésite puis éteint complètement l'appareil. Pas encore. Elle n'est pas prête pour leur colère. 3 jours passent comme un rêve étrange. Sophie dort dans la chambre minuscule au-dessus du café que Yasmine lui prête sans poser de questions. « Le loyer peut attendre », dit-elle simplement. Pour l'instant, travaille et reprend des forces. Chaque matin, Sophie descend à 6h30 pour préparer le café. Ses mains apprennent à manier la machine à expresso, à faire mousser le lait, à nettoyer les tables avec des gestes précis. Le travail manuel l'apaise d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chaque tasse servie, chaque sourire échangé avec un client est une petite victoire sur le vide qu'elle portait. Les habitués commencent à la connaître. Monsieur Ibrahim arrive à 7 heures précises avec son journal et commande toujours un café allongé. Léa, l'étudiante aux cheveux violets, révise ses examens de médecine dans le coin près de la fenêtre. Madame Chen vient chercher 3 croissants pour sa famille avant d'ouvrir son magasin de fleurs. Sophie découvre quelque chose d'étrange dans cet anonymat. Personne ici ne la compare à Camille. Personne ne la juge pour son manque d'ambition ou ses échecs. Elle existe simplement, et cette existence simple a un goût de liberté qu'elle n'avait jamais connu. Un soir, après la fermeture, Yasmine prépare du thé à la menthe, et elles s'assoient ensemble dans le café vide. La lumière douce des lampes crée une bulle de chaleur contre la nuit froide dehors. « Tu sais ?» dit Yasmine en soufflant sur son thé. « Il y a 20 ans, j'étais exactement où tu es maintenant. Terrifiée mais libre. » Sophie écoute en silence pendant que Yasmine raconte. Le mari violent qui brisait tout ce qu'elle touchait. Les 3 enfants qu'elle a sauvés en partant une nuit avec 2 valises et 100 €. La peur, la faim, les nuits blanches à se demander si elle avait fait le bon choix. « Et maintenant ?» demande Sophie doucement. Yasmine sourit et son visage s'illumine. « Maintenant, mes 3 enfants sont grands et heureux. Mon fils est professeur, mes filles ont leur propre vie. Et moi, j'ai ce café qui est devenu mon refuge. » Elle pose sa main sur celle de Sophie avec une tendresse maternelle. « La liberté, elle coûte cher au début, mais l'esclavage coûte ta vie entière, tu comprends ?» Sophie hoche la tête et sent quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Sa famille l'avait rendue invisible, inexistante, un fantôme dans sa propre vie. Mais maintenant, dans ce petit café avec ses habitués bienveillants, elle commence enfin à se voir elle-même. « Je devrais allumer mon téléphone », murmure Sophie. Ça fait 3 jours. Yasmine ne dit rien, se contentant de presser sa main avec compréhension. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Sophie fixe son téléphone éteint pendant 1 heure. Ses mains tremblent quand elle appuie finalement sur le bouton. L'écran s'allume et les notifications explosent. 89 appels manqués. Des dizaines de messages. Tous de sa mère, quelques-uns de Camille. Sophie fait défiler les messages sans les ouvrir. Puis elle voit le dernier, reçu il y a 1 heure à peine. Sa mère. Juste 4 mots qui glaspillent son sang. « Tu ne peux pas faire ça. » La voix tremblante dans le message vocal qui suit est méconnaissable. Sa mère pleure, supplie, mais quelque chose sonne faux. Ce n'est pas de la tristesse dans sa voix, c'est de la panique. Sophie reste assise dans le noir, le téléphone serré dans sa main, et se demande ce qui s'est passé. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette urgence soudaine après 3 jours de silence qu'elles n'ont probablement même pas remarqué ? Son doigt hésite au-dessus du bouton d'appel.
Devrait-elle rappeler? Devrait-elle savoir? Dehors, Paris dort sous un ciel sans étoiles. Et Sophie, pour la première fois de sa vie, doit décider ce qu'elle veut vraiment. Sophie rappelle. Ses doigts tremblent en composant le numéro qu'elle connaît par cœur. 2 sonneries seulement, avant que sa mère décroche avec une urgence qui fait peur. « Sophie ? Mon Dieu, Sophie, c'est toi ?» La voix est paniquée, presque hystérique. Ce n'est pas la colère froide que Sophie attendait. C'est quelque chose de bien plus inquiétant. « Oui, c'est moi. »« Qu'est-ce qui se passe ? Où es-tu ? Il faut que tu rentres immédiatement !» Sophie s'appuie contre le mur de sa petite chambre et ferme les yeux. Son cœur bat vite, mais sa voix reste calme. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Un long silence suit. Sophie entend sa mère respirer difficilement, comme si les mots refusaient de sortir. Puis, finalement, tout s'effondre. Le dîner. Le dîner a été un désastre complet. Sophie attend sans rien dire. Laisse le silence faire son travail. Arthur, le fiancé de Camille, il a posé des questions sur toi, sur notre famille. Il a demandé où tu étais. La voix de sa mère tremble maintenant entre colère et désespoir. Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Camille a dit que tu n'avais pas pu venir. Mais les parents d'Arthur, ils ont posé plus de questions. Pourquoi tu ne voulais pas rencontrer ta future belle famille ? Pourquoi tu n'es jamais là ? Sophie sent quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. Pas de la joie, mais quelque chose qui y ressemble dangereusement. Continue. La mère d'Arthur est devenue froide. Elle a dit qu'une famille qui cache ses membres, ça ne leur plaît pas, que ça en dit long sur les valeurs. Arthur était mal à l'aise. Il posait des questions à Camille sur toi. Pourquoi elle avait honte de sa sœur? La voix de sa mère se brise complètement. Le dîner s'est terminé dans un malaise terrible. Arthur a dit qu'il devait réfléchir. Réfléchir au mariage, Sophie. Camille est rentrée en pleurs. Elle dit que tu as détruit sa vie. Sophie écoute ces mots et sent quelque chose de dur se former en elle. Pas de la culpabilité, pas du regret, quelque chose de plus solide. Moi, j'ai détruit sa vie. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu expliques à Arthur que c'est un malentendu. Que tu étais malade, que... Non. Le mot tombe comme une pierre dans un puits. Quoi ? Non, maman. Je ne reviendrai pas mentir pour sauver les apparences. Mais ta sœur... Ma sœur m'a dit que je ne pouvais pas venir parce que ça n'allait pas le faire. Ces mots exacts. Le silence à l'autre bout du fil est assourdissant. Elle ne pensait pas... Elle était stressée. Et toi, tu pensais à moi quand tu m'as dit de finir les restes du frigo pendant que vous alliez au restaurant ? Sophie sent des années de silence exploser enfin. Pendant 28 ans, vous m'avez rendue invisible. Pendant 28 ans, j'ai été l'ombre de Camille. Et maintenant, vous me cherchez parce que mon absence vous pose problème ? Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Mais pour une fois dans ma vie, ce n'est pas moi qui paie pour votre injustice. Sa mère essaie encore de parler, de négocier, de culpabiliser. Mais Sophie entend quelque chose dans sa voix. Pas de l'amour, pas de l'inquiétude réelle. Juste la panique de perdre le contrôle. La peur que leur façade parfaite se fissure. Ta sœur veut te parler, dit finalement sa mère d'une voix glaciale. Non, pas maintenant. Sophie. Au revoir, maman. Elle raccroche et le téléphone tombe sur le lit. Ses mains tremblent, mais pas de peur. C'est de l'adrénaline pure. Pour la première fois de sa vie, elle a dit non. Pour la première fois, elle a refusé de disparaître pour leur confort. Un coup à la porte l'a fait sursauter. Yasmine entre avec 2 tasses de thé et un sourire qui comprend tout sans avoir besoin d'explication. « Je t'ai entendu », dit-elle simplement. « Tu as été forte. » Elle pose le thé et s'assoit à côté de Sophie. Ils ne t'ont cherché que quand ton absence leur a posé problème. Tu vois maintenant ? Sophie hoche la tête et sent les larmes monter. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'est autre chose. Un mélange de libération, de douleur et d'une satisfaction amère qui a le goût de la justice. Son téléphone vibre. Un message de Camille cette fois. « Je suis désolée. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît. » Sophie fixe l'écran et se demande ce qui fait le plus mal. La trahison ou le fait qu'elles ne s'excusent que maintenant, quand elles ont besoin d'elle. Sophie accepte de rencontrer Camille. Pas par pardon,
Pas par faiblesse, mais parce qu'elle a besoin de regarder sa sœur dans les yeux et de dire la vérité. Elle se donne rendez-vous dans un parc, terrain neutre, loin de l'appartement familial qui pèse trop lourd. Le parc des Buttes-Chaumont est presque vide ce matin gris. Sophie arrive la première et s'assoit sur un banc face au lac. Ses mains sont calmes maintenant, son cœur bat à un rythme régulier. Elle n'a plus peur de cette conversation. Camille apparaît 15 minutes plus tard, impeccable comme toujours dans son manteau noir et ses talons. Mais ses yeux sont rouges, et son maquillage ne cache pas complètement les cernes. Pour la première fois, elle ressemble à quelqu'un qui a mal. Sophie. Elle s'assoit sur le banc et cherche ses mots. Sophie attend en silence, regardant les canards glisser sur l'eau sombre. « Je suis désolée », dit finalement Camille d'une voix qui tremble. « Je ne pensais pas que… » « Que quoi ?» Sophie se tourne vers elle avec un calme qui surprend même elle-même. « Que j'avais des sentiments ? Que je comptais ?» Camille ouvre la bouche puis la referme. Ses yeux se remplissent de larmes. « Je ne savais pas comment… » « Tu savais. » Sophie coupe court aux excuses faciles. « Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu m'as dit de ne pas venir. Tu savais que ça me blesserait. » Le silence tombe entre elles comme un mur. Camille pleure maintenant. Vraiment. Avec des sanglots qui secouent ses épaules. « J'ai toujours été jalouse de toi, » avoue-t-elle entre deux respirations. « Tu étais la préférée de papa avant qu'il parte. Maman t'en a toujours voulu pour ça et j'ai suivi son exemple. » Sophie sent quelque chose se fissurer en elle. Des années de mystère qui trouvent enfin une explication. Papa est parti quand j'avais 12 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Rien. Camille essuie ses yeux avec rage. Tu n'as rien fait. C'est juste que… Maman était jalouse de la relation que tu avais avec lui. Elle disait toujours que tu lui ressemblais trop. Après son départ, elle t'en a voulu. Et moi, j'étais petite, j'ai cru que c'était normal. Les morceaux du puzzle se mettent en place, et la vérité fait mal. Sa mère l'a puni pendant 16 ans pour l'amour que son père lui portait. Une jalousie malade, transmise comme un poison. « Et maintenant ?» demande Sophie. « Tu t'excuses parce que tu regrettes vraiment ou parce qu'Arthur menace d'annuler le mariage ?» Camille sursaute comme si elle avait reçu une gifle. « Ce n'est pas juste. » Réponds à la question, Camille. Le silence s'étire. Camille regarde ses mains, incapable de croiser le regard de sa sœur. Arthur m'a dit qu'il ne peut pas épouser quelqu'un qui traite sa famille comme ça. Il veut te connaître. Il dit que je suis cruelle. Voilà. La vérité nue et froide. Sophie hoche la tête lentement. Donc tu es désolée des conséquences, pas de m'avoir blessée. Non. Camille lève les yeux, désespérée. Je suis désolée pour tout, pour toutes ces années, mais je ne savais pas comment. Tu ne savais pas comment me traiter comme un être humain ? Sophie se lève et regarde sa sœur qui pleure sur le banc. Une partie d'elle a pitié. Camille aussi a été victime de leur mère toxique. Mais une autre partie, plus forte, refuse de porter le poids de leur guérison. Je ne reviendrai pas pour sauver ton mariage, Camille. Je ne mentirai pas pour vous. Mais tu es ma sœur. Justement. Sophie sent sa voix se briser légèrement. J'aurais dû l'être avant que tu aies des problèmes. J'aurais dû compter avant que mon absence te coûte quelque chose. Elle commence à s'éloigner, mais Camille se lève d'un bond. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je répare ça ? Sophie se retourne une dernière fois et regarde cette sœur qu'elle connaît à peine finalement. Tu commences par être honnête avec Arthur. Tu lui dis la vérité sur comment vous m'avez traité. Tu assumes tes actes au lieu de me demander de les cacher. Et ensuite, tu apprends à exister sans avoir besoin d'écraser quelqu'un pour briller. Camille reste figée, les larmes coulant sur ses joues parfaitement maquillées. Sophie part sans se retourner. Elle marche dans le parc et sent quelque chose de nouveau en elle. Ce n'est pas de la joie ni de la victoire, c'est de la dignité retrouvée. Elle vient de choisir elle-même plutôt que la paix familiale, et ça fait mal, mais ça libère aussi. En sortant du parc, elle trouve un homme élégant qui l'attend près de la grille. Cheveux châtains, regard intelligent, costume bien coupé. Il sourit avec hésitation. « Sophie, je suis Arthur. Il faut qu'on parle. » Sophie regarde cet homme qu'elle ne connaît pas et qui pourtant semble savoir beaucoup sur elle. Arthur a des yeux bienveillants mais déterminés, le genre de regard qui ne laisse pas passer les mensonges. « Comment vous savez où j'étais ? J'ai suivi Camille. » Il sourit avec un peu de gêne.
Je sais que ça sonne mal, mais elle ne voulait pas me dire où elle allait, et j'avais besoin de te rencontrer sans qu'elle contrôle la conversation. Sophie hésite. Une partie d'elle veut partir, fuir cette situation qui devient trop compliquée. Mais quelque chose dans la franchise d'Arthur la retient. Pourquoi ? Parce que depuis que je connais Camille, il y a un fantôme dans notre relation. Une sœur qui n'existe que dans les silences, dans les sujets qu'elle évite. Et au dîner avec mes parents, j'ai vu leur visage quand j'ai parlé de toi. Comme si tu étais un secret honteux. Il marche lentement le long de la rue pendant qu'Arthur parle. Sa voix est calme, mais ferme. Ma propre famille est dysfonctionnelle. Mon frère est handicapé et certains membres de la famille le cachaient lors des événements importants. Ils avaient honte. Ils s'arrêtent et regardent Sophie directement. J'ai juré de ne jamais devenir comme eux, de ne jamais participer à cette cruauté invisible. Sophie sent quelque chose se détendre en elle. Cet homme ne cherche pas à la convaincre de sauver le mariage. Il cherche juste à comprendre. « Raconte-moi ta version », dit-il simplement, sans filtre, sans mensonge. Et Sophie raconte. Les années d'invisibilité, les comparaisons constantes, le sentiment de ne jamais être assez bien, les dîners où elle n'était pas invitée, les photos où elle était coupée, les réussites de Camille célébrées, pendant que ses propres efforts étaient ignorés, le soir où elles sont parties au restaurant en lui laissant les restes du frigo. Arthur écoute sans l'interrompre. Son visage devient de plus en plus grave au fil du récit. « Je ne savais pas que c'était à ce point », murmure-t-il finalement. « Camille me disait que vous n'étiez pas proches, mais elle n'a jamais mentionné tout ça. Elle ne voyait probablement pas le problème. » Sophie hausse les épaules. « Quand tu es invisible depuis toujours, les gens oublient que tu peux avoir mal. » Arthur passe une main dans ses cheveux avec frustration. « Je ne sais pas si je peux épouser quelqu'un qui a participé à ça, même inconsciemment. » Il regarde Sophie avec une intensité qui la surprend. « Mais je voulais que tu saches quelque chose d'important. Tu existes, tu comptes, et ce qu'ils t'ont fait est inacceptable. » Ces mots simples frappent Sophie comme une révélation. Quelqu'un la voit enfin. Vraiment. Pas parce qu'il a besoin d'elle, mais juste parce que c'est juste. « Merci, » dit-elle doucement. Arthur sort une carte de visite de sa poche. « J'ai un ami architecte qui cherche une assistante pour son atelier de design. Rien de grandiose, mais c'est un vrai travail avec un vrai contrat. Si ça t'intéresse, appelle ce numéro. » Sophie prend la carte, surprise par cette générosité inattendue. « Pourquoi vous faites ça ? » ?»« Parce que j'aurais dû le faire pour mon frère il y a des années. » Arthur sourit tristement. « Parfois, on répare les erreurs du passé en agissant différemment dans le présent. » Ils marchent encore quelques minutes en silence. Sophie sent qu'Arthur réfléchit à quelque chose de lourd. « Je vais demander à Camille de commencer une thérapie, » dit-il finalement. « Si elle refuse, j'annule le mariage. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui n'est pas prêt à se regarder en face. » Sophie hoche la tête. Une partie d'elle a pitié de sa sœur. Mais une autre partie, plus sage, comprend qu'Arthur a raison. « Et toi ?» demande-t-il. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je ne sais pas encore. » Sophie regarde la carte dans sa main. « Mais pour la première fois de ma vie, je peux choisir. Et ça, c'est déjà énorme. » Arthur s'apprête à partir mais se retourne une dernière fois. « Réfléchis à ma proposition pour le travail. » « Et Sophie ?» Il hésite. « Ton père. Je l'ai contacté. » Le monde semble s'arrêter autour de Sophie. « Quoi ? Il m'a trouvé sur LinkedIn quand j'ai cherché des informations sur la famille. Il veut te voir. Il pense à toi depuis 16 ans. » Arthur tend un papier avec un numéro de téléphone. « C'est à toi de décider si tu veux l'appeler. Mais je pensais que tu devais savoir. » Il part, et Sophie reste seule sur le trottoir avec 2 papiers dans les mains. Une offre d'emploi et le numéro de son père. Des portes qui s'ouvrent sur un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Le papier avec le numéro de son père brûle dans la poche de Sophie pendant 3 jours. Elle le sort régulièrement, fixe les chiffres, puis le remet sans appeler. 16 ans de silence. Comment résume-t-on 16 ans en une conversation téléphonique ? Yasmine la trouve un soir assise dans le café vide, le papier étalé sur la table devant elle. « Ton père ?» demande-t-elle doucement en s'asseyant. Sophie hoche la tête sans lever les yeux. « Comment tu sais ? Je connais ce regard. C'est celui qu'on a quand le passé frappe à la porte et qu'on ne sait pas si on doit ouvrir. » Yasmine prépare 2 thés et pose une tasse fumante devant Sophie.
Parfois, les réponses qu'on cherche ne sont pas celles qu'on attend, mais on en a besoin quand même pour avancer. Sophie prend le thé entre ses mains et laisse la chaleur la réconforter. Et si je suis déçue, et s'il a juste disparu parce qu'il ne voulait plus de moi, alors tu sauras. Yasmine pose sa main sur la sienne. Et tu pourras enfin tourner la page au lieu de la relire sans cesse dans ta tête. Cette nuit-là, Sophie compose le numéro avant de perdre courage. 3 sonneries qui résonnent comme des battements de cœur trop forts. Puis, une voix d'homme, hésitante, émue. « Allô? Papa? C'est Sophie ?» Un silence. Puis un sanglot étouffé qui lui serre la gorge. « Sophie, mon Dieu, Sophie, tu m'as appelée. » Il se donne rendez-vous dans un café le lendemain. Pas celui de Yasmine. Un endroit neutre où personne ne les connaît. Sophie arrive 20 minutes en avance, trop nerveuse pour rester immobile. Marc arrive à l'heure exacte. Sophie le reconnaît immédiatement malgré les cheveux gris et les rides nouvelles. Il la voit et s'arrête net, les yeux brillants de larmes. « Tu ressembles tellement à... toi, enfant. » Il s'assoit en face d'elle et semble incapable de détacher son regard. « J'ai imaginé ce moment pendant 16 ans. Pourquoi tu es partie ?» La question sort sans préambule. Sophie a besoin de savoir. Marc prend une longue inspiration et commence à parler. Le mariage toxique avec sa mère, la jalousie maladive, les disputes constantes. Sa mère était jalouse de la relation qu'il avait avec Sophie. Elle disait que je te préférais, que je l'ignorais pour toi. Marc ferme les yeux comme si le souvenir faisait encore mal. Après le divorce, elle m'a interdit tout contact. Elle a dit que si j'essayais de te voir, elle te montrait contre moi. Sophie sent la colère monter. « Et tu as accepté? Tu m'as abandonnée? » « Non. » Marc sort des papiers de sa poche avec des gestes fébriles. « J'ai essayé, Sophie. J'ai envoyé des lettres, des cadeaux d'anniversaire. Regarde. » Il étale des enveloppes jaunies sur la table, toutes retournées à l'expéditeur, toutes marquées « refusées ». Chaque année pour ton anniversaire, chaque Noël, elle les renvoyait tous. Sa voix se brise. J'ai même essayé de venir te chercher à l'école, mais elle avait prévenu le personnel que je n'avais pas le droit de te voir. Sophie fixe les enveloppes et sent son monde se fissurer. 16 ans de mensonges. Sa mère lui avait dit que son père ne voulait plus d'elle, qu'il avait refait sa vie sans un regard en arrière. Elle m'a menti. Les mots sortent comme un murmure. Pendant 16 ans, elle m'a menti. Marc tend la main au-dessus de la table mais n'ose pas la toucher. Je pensais à toi chaque jour. Je cherchais ton nom sur Internet. J'essayais de trouver des informations. Quand Arthur m'a contacté sur LinkedIn pour me parler de toi, j'ai su que c'était ma seule chance. Sophie sent les larmes couler sans pouvoir les retenir. Toutes ces années à se croire abandonnée. Toutes ces années à porter le poids d'un rejet qui n'avait jamais existé. J'habite à Lyon maintenant, continue Marc doucement. Je me suis remariée. J'ai 2 beaux enfants. Il hésite. Ils savent tous que j'ai une fille. J'ai gardé ta chambre. Enfin, une chambre pour toi. Au cas où tu voudrais venir un jour. Sophie le regarde à travers ses larmes. Cet homme qui a vieilli en attendant, qui a gardé une chambre pour un fantôme pendant 16 ans. Je ne sais pas si je peux te pardonner de ne pas avoir essayé plus fort. Je sais. Marc hoche la tête. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne pas me pardonner. Mais... Il sort une clé de sa poche et la pose sur la table. Viens passer quelques jours chez nous. Pas d'obligation. Pas de promesse. Juste pour qu'on se connaisse à nouveau. À ton rythme. Sophie fixe la clé comme si c'était un objet dangereux. Je vais réfléchir. C'est tout ce que je demande. Il reste encore 1 heure à parler. Marc lui raconte sa vie à Lyon, ses beaux enfants, son travail d'ingénieur. Sophie parle du café, de Yasmine, de sa reconstruction lente. Ils évitent soigneusement le sujet de Camille et de sa mère. Quand Sophie rentre au café, la clé pèse lourd dans sa poche. Yasmine la regarde et comprend tout sans question. Alors, il ne m'a pas abandonnée. Sophie s'effondre sur une chaise. Maman a tout bloqué. Pendant 16 ans. Yasmine soupire profondément. Et maintenant? Maintenant, je ne sais plus qui je suis. Tout ce que je croyais sur ma vie était un mensonge. Elle pose sa tête sur la table et pleure. Yasmine lui caresse les cheveux en silence,
comme une mère l'aurait fait. Sophie décide d'aller à Lyon. Pas tout de suite, mais bientôt. Elle a besoin de temps pour digérer la vérité. Ce soir-là, elle fait sa petite valise dans la chambre au-dessus du café, quand elle entend des pas lourds dans l'escalier. La porte s'ouvre sans qu'on frappe. Sa mère se tient là, le visage fermé, les yeux brillants de colère et de désespoir mélangés. « Comment tu as su où j'étais ? J'ai suivi Camille l'autre jour. » Claire entre sans y être invitée et regarde la chambre minuscule avec dégoût. « C'est ici que tu vis maintenant ? Dans ce trou ?» Sophie sent la colère monter mais reste calme. « Oui, et je suis heureuse ici. »« Heureuse ?» Claire ricane avec amertume. « Tu détruis ta famille et tu es heureuse ? Quelle famille, maman ? Celle où je n'existais pas ?» Les mots tombent comme des pierres. Claire vacille légèrement. « J'ai fait de mon mieux. Après ton père, ne parle pas de papa. » Sophie se lève et fait face à sa mère. « J'ai vu les lettres, les cadeaux renvoyés. Tu as menti pendant 16 ans. » Le visage de Claire devient blême puis rouge. « Il nous a abandonnés. Il te préférait à moi. J'avais 12 ans. » Sophie explose enfin. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta haine ? Exister. » Claire essaie de parler, mais Sophie continue. Des années de silence qui se déversent enfin. Tu as puni ta propre fille parce que papa m'aimait. Tu m'as rendue invisible parce que tu ne supportais pas de me voir. Tu as fait de moi un fantôme dans ma propre vie. Ce n'est pas vrai. Si. Sophie sent les larmes couler, mais sa voix reste ferme. Et tu as transmis ta jalousie à Camille comme un poison. Tu lui as appris à me mépriser. Claire pleure maintenant. Mais ses larmes ressemblent plus à de la colère qu'à du regret. J'ai tout fait pour vous deux. J'ai travaillé, j'ai sacrifié ma vie. Tu as sacrifié la mienne aussi. Sophie s'approche de sa mère. Maman, tu es malade. Ton besoin de contrôle, ta jalousie, ce n'est pas normal. Tu as besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Claire recule comme si Sophie l'avait frappée. J'ai besoin que ma famille revienne. Non. Tu as besoin que ton illusion revienne. Sophie secoue la tête tristement. La famille dont tu parles n'a jamais existé. C'était juste toi qui contrôlais tout pendant que je disparaissais. Claire se tourne vers la porte, le dos raide de fierté blessée. Si tu pars à Lyon, ne reviens pas. Tu m'entends ? Ne reviens pas. D'accord. La voix de Sophie est douce mais ferme. Je ne reviendrai pas. Mais ma porte sera ouverte le jour où tu seras prête à te soigner. Quand tu seras prête à voir vraiment tes filles, au lieu de tes projections. Claire s'arrête sur le seuil, le dos tremblant. Tu étais ma préférée, murmure-t-elle sans se retourner. C'est pour ça que ça faisait si mal. Elle part, avant que Sophie puisse répondre. Les pas dans l'escalier résonnent, puis disparaissent. Sophie reste seule dans sa chambre, le cœur battant, les mains tremblantes. Yasmine monte quelques minutes plus tard et la trouve assise par terre, adossée au lit. Elle est partie ? Sophie hoche la tête. C'est fini, vraiment fini. Yasmine s'assoit à côté d'elle et passe un bras autour de ses épaules. Tu as été courageuse. Non. Sophie essuie ses larmes. J'ai juste été honnête pour la première fois de ma vie. Elle reste assise en silence pendant un long moment. Puis Sophie se lève lentement et termine de faire sa valise. Un coup à la porte les fait sursauter. Cette fois, c'est Camille qui entre, une enveloppe à la main. Ses yeux sont rouges mais déterminés. Avant que tu partes pour Lyon, il faut que tu lises ça. Elle tend l'enveloppe et sort sans attendre de réponse. Sophie fixe l'enveloppe dans ses mains et se demande ce que peut encore lui réserver cette famille qui lui a fait si mal. L'enveloppe contient plusieurs pages écrites à la main, l'écriture de Camille tremblante par endroits. Sophie s'assoit sur le lit et commence à lire pendant que Yasmine attend en silence. Sophie, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de ne pas m'effacer comme maman t'a effacée. J'ai 24 ans et je réalise que je ne connais même pas ma propre sœur. Arthur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser tant que je ne changeais pas. J'ai commencé une thérapie. Pour la première fois de ma vie, je vois ce que j'ai fait, ce que nous t'avons fait. Je suis désolée ne suffit pas, mais c'est tout ce que j'ai. Les larmes coulent sur les joues de Sophie pendant qu'elle lit. Camille avoue tout. La jalousie transmise par leur mère, la facilité avec laquelle elle a accepté de la rendre invisible, la culpabilité qui la ronge maintenant. La dernière phrase résonne comme un appel au secours.
Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Mais j'ai besoin de temps. Construis ta vie loin de nous. Trouve qui tu es vraiment. Et peut-être qu'un jour, on pourra être sœurs pour de vrai. » Sophie sort une feuille et un stylo. Sa réponse est courte mais sincère. « Je te pardonne, mais j'ai besoin de temps. Construis-toi loin de maman. Trouve qui tu es sans son ombre. On se retrouvera peut-être un jour. Sœur. » 6 mois plus tard, Sophie vit à Lyon dans un petit appartement lumineux près du Rhône. Le travail d'assistante de design s'est transformé en passion. Elle découvre qu'elle a du talent pour visualiser les espaces, pour créer de la beauté là où il n'y avait que du vide. Son père passe la voir chaque dimanche. Ils reconstruisent leur relation lentement, avec patience, comme on répare une porcelaine cassée. Ses beaux-frères et sœurs l'ont accueillie avec chaleur. Pour la première fois, Sophie comprend ce que signifie avoir une famille qui vous voit. Elle a rencontré Julien dans un café où elle dessinait. Professeur de musique, cheveux bouclés et sourire doux, il l'a regardé dessiner pendant 1 heure avant d'oser lui parler. Leur relation grandit tranquillement, sans pression, comme une plante qui trouve enfin le bon sol. Yasmine lui rend visite régulièrement. Elles sont devenues mère et fille de cœur, liées par cette compréhension silencieuse des femmes qui ont dû se sauver elles-mêmes. Un matin, une invitation arrive par la poste. Camille et Arthur se marient dans 3 mois. Un mot personnel accompagne le carton. « Je comprendrai si tu ne viens pas, mais j'aimerais que ma sœur soit là. La vraie. Celle que j'apprends enfin à connaître. » Sophie montre l'invitation à Julien en souriant. « Tu crois que je devrais y aller ? Tu as pardonné ? Je commence. Alors vas-y. Mais pour toi, pas pour eux. » Le jour du mariage, Sophie porte une robe simple mais élégante. Quand Camille la voit entrer dans l'église, son visage s'illumine. Après la cérémonie, elle se retrouve dans le jardin. « Tu es venue. » Camille prend ses mains. « Merci. Je suis venue pour voir qui tu deviens. » Sophie presse ses mains en retour. Et je crois que ça me plaît. Leur mère est là aussi, dans un coin, le regard fuyant. Elle ne s'approche pas. Sophie ne s'approche pas non plus. Certaines blessures prennent plus de temps. Peut-être toute une vie. 3 semaines plus tard, Sophie est assise dans son café préféré à Lyon, celui avec vue sur le fleuve. Elle écrit dans son carnet les premières pages d'un blog sur la reconstruction après les relations toxiques. Les mots coulent facilement maintenant, sans peur. Son téléphone vibre. Un message de Camille avec une photo. Les 2 sœurs ensemble au mariage, souriant timidement à l'appareil. « Merci d'avoir dit oui. Tu m'as sauvée en partant. » Sophie répond simplement. « Non, je me suis sauvée moi-même. Mais je suis heureuse que tu te sauves aussi. » Elle lève les yeux vers la fenêtre et voit son reflet dans la vitre. Pour la première fois de sa vie, elle se reconnaît vraiment. Elle se voit. Elle existe. Et cette existence, elle se l'est construite elle-même, pierre par pierre, avec patience et courage. Sophie sourit à son reflet et retourne à son carnet. Sa vie vient tout juste de commencer. I gotta go mining, get some stuff to freaking get that. Oh my god. Oh, man, I got bamboozled. Thought I saw a Snorlax for a second. Oh, really? That would've been cool. I gotta go mine and get some stuff to craft the thing. So that we can get the fossils. I wonder what type of Pokemon we get out of them. Which way is our house? West, I believe. I'm not even sure, to be honest. Okay. I'll just be out here forever. Shinx is also really cute. I don't know if I want to level up Shinx. I don't know. I feel like I have electric
like I don't know, I need to like upgrade, or like I need to put in the daycare like a fire type and an electric type in the daycare. I normally get a fire type from my starter, but I didn't get one this time. And now I kind of Whoa, regret it look, because I what feel is like this? it's An Arbok. out. Should I cop him? Should I cop him? Should I cop him? What level is he? 22? Yeah, why not? Oh, I almost killed him. Okay. Wait, I have no Pokeballs. Well, okay. I'll just throw my Corellia in to kill him, I guess. Oh my god. Please don't kill him. Oh, okay. No, I won. Okay, go. Let me know if you want to come back home. I do. I've been running towards my house. I'm trying to go home. Oh. Bro, I got vines Thanks, in my I guess. house. Could've What just the stayed in my house. F? Thomas, why didn't you say anything? You even have glowberries in here. I honestly didn't know. What the hell? You could have just honestly didn't even know. Did you even go inside your house once? Like, you've just been training to get your fucking, what is his name? What's his name? What is his name even? I don't know his name. What's that guy's name? I don't know. The guy we were literally in the cave for 10 years for. Oh, freaking! You don't even know. I don't forget his pre-evolved name. What's his I'm dead. pre-evolved name? Bruh. I don't even know. I just know he's a Metagross. I don't know his freaking. You're so annoying, bro. Beldum is his pre-evolution. I literally only know him as Metagross. Bruh, that stuff we were mining, that's not even freaking platinum. It's literally silicone. Oops. Well, but now we got lots of silicone. A little too much silicone. That's good though, no? I don't know. Yeah, it's good. What is that for then? It's gotta be for something. Right? It's not for the things we need. Dreamy the Genie, thank you for the bitskis. Appreciate you. Thank you so much. What can you put in composters even? What do you put in those?